à tous, bienvenue pour votre rendez-vous des arts et du lifestyle sur i24 News. Nous reviendrons sur la vague d'émotions et les hommages rendus à Gabriel García Márquez, l'auteur légendaire d'Amérique latine, disparu la semaine dernière. Et puis nous vous plongerons dans l'art érotique chinois qui s'est fait oublier mais qui revient à l'occasion d'une exposition à Hong Kong. Enfin, un entretien avec le réalisateur kurde Iner Salem dont le dernier film My Sweet Paperland a été très apprécié des critiques. Le Culture Mag, c'est tout de suite. Et on commence par cette nouvelle. Alors vivre dans un château, c'est bien, mais vivre dans un château qui a appartenu à Catherine Deneuve, c'est encore mieux. L'actrice a décidé de se séparer de son château en Eure-et-Loire. Elle aimait venir s'y reposer après ses nombreux tournages. La comédienne de 70 ans qui fait toujours autant rêver les magazines, les cinéastes, sera à l'affiche mercredi du film Dans la cour. Le prix de cette maison de maître de 12 000 mètres carrés est de 4 millions d'euros. Voilà une petite annonce qui n'est pas passée inaperçue très longtemps. Alors, quelqu'un pour succéder à l'actrice ? Et le dernier film de Iner Salem, My Sweet Paperland, a été encensé par la critique, sorti en France le 9 avril dernier. Il s'agit d'un western qui se déroule au Kurdistan. L'occasion pour nous de se pencher sur la personnalité peu ordinaire d'Iner Salem. Il s'est entretenu avec Sandy Fortis. À tout juste 50 ans, Iner Salem est un réalisateur dont l'histoire extraordinaire l'a mené du Kurdistan irakien à Paris. Je n'avais pas le choix. Comme beaucoup de Juifs pendant la Deuxième Guerre, ils n'avaient pas le choix de choisir un pays d'exil. Moi, j'ai fui la répression terrible, le génocide au Kurdistan d'Irak. Donc, par hasard et par chance, j'ai débarqué dans un autre magnifique pays qui est l'Italie, ensuite la France. Parfaitement intégré en France, il reste proche de ses origines. Il aime notamment en faire référence dans ses films en incorporant systématiquement à ses scénarios un ou plusieurs personnages kurdes, même quand l'intrigue se situe à Paris, comme dans Si tu meurs, je te tue. Ça me fait plaisir, c'est aussi toute ma mémoire, c'est aussi tous mes souvenirs. Et je me sens charnalement lié au Kurdistan. Pour son dernier film, My Sweet Paperland, c'est carrément toute l'histoire qui prend place au Kurdistan. Le film a d'ailleurs entièrement été tourné dans le pays. J'ai regardé la situation, ça me rappelait l'Amérique dans des westerns, l'Amérique du XVIIe, XVIIIe siècle. Après que l'Irak et Saddam Hussein avaient tout détruit le Kurdistan, maintenant tout le pays c'est un chantier. Il y a un boom économique, tout est en reconstruction. Invité l'été dernier à présenter son film au Festival international de Haïfa, Iner Salem s'est senti honoré et a sauté sur l'occasion de se rendre en Israël. Pour lui, pas de boycott. Moi, parfois, ici, je suis critique avec mes amis parce que je dis, n'oubliez pas que c'est une société et un État démocratique dans un Moyen-Orient obscurantiste. Je crois qu'il y a un peu de malcompréhension. Évidemment, je suis toujours pour toutes les causes et je suis pour la justice de tout le monde, l'égalité de tout le monde. Mais en tant que Kurde et qu'on a beaucoup souffert en Irak, je comprends beaucoup mieux la situation. En tous les cas, je pense que c'est passager. Je respecte aussi l'opinion des gens. Moi, j'aimerais bien que les gens se fassent une opinion quand ils connaissent un peu plus l'histoire et ce qui se passe là-bas. Israël, un pays qui lui rappelle son enfance et qui l'a toujours attiré, notamment depuis le jour où il a découvert l'histoire du peuple juif. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'est juif, qu'est-ce que c'est kurde, voilà. Plus tard, j'ai découvert l'histoire de ce peuple, tous ces aspects, malheureusement, les plus tragiques, mais aussi tout le génie créatif, toute la littérature, la musique, bref, et aussi les gens et surtout l'humour juif que moi j'adore. Il vit en France, son cœur est au Kurdistan. Il dit qu'il ne trouvera jamais le pays qui lui convient. Pourtant, il se sent bien partout. Iner Salem aime se décrire comme un citoyen du monde. Je comprends qu'on est éphémère de passage sur cette terre. Donc, même si Proust disait l'exil déracine tout, sauf les racines. Mais j'ai agrandi mon monde.
Brian Yorkie est un auteur, compositeur et parolier qui a remporté de nombreux Tony Awards. En 2009, il a composé avec Tom Kitt une comédie musicale intitulée Next to Normal qui traitait d'une famille et de son combat contre la maladie mentale. Le nouveau projet musical des deux compositeurs raconte l'histoire cette fois d'une jeune divorcée, la quarantaine, qui déménage à New York et à qui la vie va réserver des surprises. C'est à Broadway et je suis ravie d'être connectée à Brian Yorkie depuis Los Angeles grâce à Skype. Brian, merci d'être avec nous. Alors, comment l'idée de cette comédie musicale est-elle venue ? L'idée au départ était celle de Tom. Il a beaucoup réfléchi à sa vie, comment elle se déroule, les choses qui ont contribué à faire de lui l'homme qu'il est et qui lui a donné ce qu'il a dans la vie. Entre les choses qu'il a choisies et celles qui lui sont juste arrivées comme ça. Et de fil en aiguille, on en est venu à parler des rôles que le choix et le hasard jouent dans nos vies et comment de petites différences, de petites décisions peuvent avoir de lourdes conséquences, souvent inattendues. À partir de là, on a commencé à réfléchir s'il pouvait y avoir une manière de montrer par le théâtre différents chemins que la vie peut prendre. Ça nous a semblé enthousiasmant et c'est comme ça qu'on a commencé. Mais alors, comment on arrive à raconter des histoires si dramatiques en chanson ? Eh bien, j'ai déjà dit que les musicals sont ridicules. La plupart d'entre nous ne commencent pas à chanter comme ça à n'importe quel moment de la journée. Quelques-uns le font, mais c'est assez mal vu, surtout au travail. Mais ce qui est spécial avec la musique, c'est qu'elle transmet des émotions et la complexité des sentiments humains de telle façon que les mots tout seuls ne peuvent pas transmettre. C'est un fait avéré depuis des siècles. Donc mon but est d'écrire des comédies musicales qui fassent un vrai usage du fait que les gens chantent et qui ne s'excusent pas de ça et qui chantent de façon audacieuse pour transmettre des émotions, pour faire ressortir les sentiments ressentis à tel moment de l'histoire par les personnages. Et je pense que c'est comme ça que vous évitez un côté trop précieux ou trop niais. Vous y allez avec de l'audace sans donner d'excuses. Donc la Next to Normal prouve bien que l'on peut aborder tous les sujets dans une comédie musicale. Est-ce que vous pensez qu'il y a tout de même des limites dans ce que l'on peut traiter dans une super production à Broadway ? Vous savez, je pense que particulièrement après Stephen Sondheim et des gens comme Andrew Nab et d'autres personnes appartenant à cette génération de scénaristes de Broadway, de nombreuses lignes ont déjà été franchies par rapport à combien une comédie musicale peut être sérieuse en termes d'éventail de sujets abordés. Je dirais que les limites des comédies musicales sont les limites de l'imagination des personnages qui les créent. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère aussi que nous continuerons d'essayer de franchir des lignes et d'écrire des comédies musicales sur des sujets dont nous ne saurions pas douter qu'il serait possible d'écrire. Et je pense que ça continuera dans cette voie, parce que je pense que c'est comme ça que l'art restera vivant et continuera de croître. Merci Brian Yorkie, vous êtes toujours le bienvenu sur i24 News. La filiale de Sotheby's à Hong Kong propose au public de découvrir la philosophie sexuelle perdue de la Chine. Elle se trouve dans l'art érotique chinois. C'est ce thème de l'exposition Gardens of Pleasures, les jardins du plaisir en français. Un sujet de Danis Vibel avec Sandy Fortis. Statues, gravures, peintures, toutes représentant les pratiques sexuelles chinoises, autant d'œuvres issues de la collection personnelle du peintre néerlandais Ferdinand Berthollet, qui espère aider la Chine à renouer avec son passé sexuel chargé. Ces œuvres explicites datant de la dynastie des Han, au IIIe siècle avant JC, à la dynastie Qing, qui a pris fin en 1911, font partie de la centaine de pièces exposées à Hong Kong, créant la surprise et parfois quelques rires des visiteurs qui ignoraient la relation passionnelle que la Chine avait avec le sexe. Ces œuvres étaient des commandes de l'empire de Kangxi. À la cour, il faisait ses peintures. Ça montre l'importance qu'avait cette philosophie en Chine à l'époque. Ferdinand Berthollet, dont la collection d'art érotique chinois est la plus grande au monde, avec environ 500 œuvres, pense que leur côté très explicite ne devrait pas être considéré comme pornographique. Il représente l'harmonie avec la philosophie taoïste qui prospérait en Chine avant que le communisme prenne le pouvoir et le chaos de la révolution culturelle qui a suivi. C'est vraiment une part de l'histoire chinoise. Je pense que c'est une bonne chose que la Chine gagne une plus grande importance économique et politique. Les gens sont en mesure d'accéder à ces trésors perdus et dans de nombreux cas d'être en mesure de les conserver et même de les ramener en Chine si les conditions le permettent.
Les temples et églises appartenant à toutes les croyances, y compris les anciennes philosophies chinoises, ont été la cible d'une suppression totale de la religion en Chine. L'expression sexuelle n'était pas tolérée. Après la révolution culturelle, l'art érotique a disparu. Il était considéré comme décadent, il était même considéré comme occidental, ce qui n'avait aucun sens. Ce serait génial si ça prendra du temps. Je ne peux pas changer la façon dont les choses évoluent, mais ça serait fantastique qu'à l'avenir, les Chinois renouent avec leur propre philosophie. Aviez-vous déjà entendu parler de la Kamawata? Non, eh bien Jimmy Choo, le célèbre créateur de chaussures, va vous faire découvrir cette soie, ainsi que le coton Aizu et d'autres matériaux provenant de Fukushima. La ville a du mal à se remettre économiquement de la catastrophe nucléaire de 2011 et il compte aider la population à sa manière. Il va créer une collection spéciale de 6 paires de chaussures qu'il offrira à la région, aux usines de la région, après les avoir exposées lui-même. Jimmy Choo espère ouvrir les yeux d'autres designers et du monde sur ces nouveaux matériaux afin que nos petites entreprises entreprises et usines à textiles reprennent du poil de la bête. C'est une belle initiative. Et David Gomba, voilà, vous me troublez, vous nous avez rejoint sur le plateau. Bonjour. Alors, on va revenir avec vous avec la disparition de l'un des grands de la littérature du XXe siècle, Gabriel Garcia Marquez, alors que le Mexique et la Colombie lui ont rendu un hommage conjoint en présence de sa famille à Mexico. Le monde entier ne tarit pas d'éloges à son égard, notamment les écrivains. Alors, en Israël aussi, on lui rend hommage? Oui, tout d'abord, on va commencer par un petit tour du monde comme ça, des hommages qui ont été rendus en effet à Gabriel Garcia Marquez. On va commencer par Jean d'Ormesson qui a accordé un entretien au Figaro où il rend hommage à une poésie intense dans un monde réel. Et c'est vraiment ça qui définit Marquez, c'est bien retranscrire le réel tout en y ajoutant une certaine poésie, un lyrisme bien à lui. C'est ce qu'on appelle le meraviglioso. On a également Paulo Coelho, vous savez, le célèbre écrivain brésilien, qui lui s'est exprimé via Twitter et qui a dit il a pris une citation en fait de Marquez en disant: ce qui est important dans la vie, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais ce dont vous vous souvenez et comment vous vous souvenez. Et d'ailleurs, Shakira a repris la même citation également via Twitter. Et puis on a également Bill Clinton qui était un ami personnel de Gabriel Garcia Marquez et qui a salué un grand cœur et un esprit brillant. Voilà. Et donc on parlait tout à l'heure en Israël, il y a aussi des hommages rendus. Bien entendu. Alors on a tout d'abord l'un des monuments de la littérature israélienne, Aleph Bet Yoshua, qui lui a écrit que même s'il y a eu un écrivain qui a vraiment apporté un renouvellement, eh bien c'est justement Marquez, et de ce point de vue, il fait vraiment l'un des grands écrivains de la seconde moitié du XXe siècle. Et puis on a également le symbole de la nouvelle génération de la littérature israélienne, Nir Barham, qui est un poète et qui lui a salué les possibilités d'exégèse, c'est-à-dire de commentaires qu'on peut apporter à son œuvre. Et il dit que justement, lorsque nous sommes habitués à supposer que le réalisme décrit le monde, mais parfois lorsque justement ce faisceau de lumière provient de directions différentes, eh bien comme ça on comprend mieux le monde. Et c'est justement cela qu'on retiendra de Gabriel Marquez. Les interprétations sont infinies. Et la presse, on a pu le voir aussi, revient sur la dispute légendaire qui a opposé les deux monstres de la littérature en langue espagnole. Effectivement, ça s'est passé en 1976 au Palais des Beaux-Arts de Mexico City, là même où l'hommage a été rendu hier. Eh bien, c'est une rencontre à l'occasion de l'avant-première d'un film entre Gabriel Garcia Marquez et Mario Vargas Llosa, qui est également un autre écrivain très renommé en langue espagnole. Et ce sont des amis depuis toujours. Et puis, lorsque justement Gabriel Garcia Marquez va à sa rencontre, eh bien, il se prend un point dans la figure. Et alors, c'était très surprise. Et la raison officielle, eh bien, ce sont des différends idéologiques. Gabriel Garcia Marquez est en effet marqué très à gauche et Maria Vargas Llosa lui reproche justement ce soutien à Fidel Castro. Mais la raison réelle, elle est bien plus terrestre puisque les deux ont habité à Barcelone il y a des années de cela. À Barcelone, excusez-moi, il y a des années de cela. Et
Et donc Vargas Llosa, qui était marié avec Patricia, a trompé justement sa femme avec une belle Suédoise. Et cette Patricia, qui était dépitée, est allée se réfugier dans les bras de Gabriel Garcia Marquez. Donc c'est une histoire de cœur ou de fesses, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, ils ont été brouillés à tout jamais. Mais malgré ça, justement, il y a eu un hommage qui a été rendu par Margot. Des hommages de toutes parts. Dans le monde. Merci Exactement. beaucoup, David Gombin. Voilà, c'était notre journaliste i24 News. On se quitte. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur notre site internet i24news.tv. D'ici là, bon retour sur la planète Terre.